le 31 juillet dernier, au nom de la coalition contre les crimes économiques et financiers, l'Observatoire congolais des droits de l'homme et le mouvement pour la culture citoyenne, nous avons porté une plainte contre X avec constitution de partie civile pour détournement et pillage présumé des fonds publics après la disparition des 14 000 milliards de dollars, 1000 milliards de francs CFA, soit 25 milliards de dollars américains. Et vous vous représentez, c'est une grosse somme, c'est une somme astronomique. Et les citoyens congolais se demandent même, mais comment, il y a certains qui se demandent, mais comment on écrit, c'est combien de zéros après 14 là? Mais j'ai compté, ça fait 12 zéros après 14. Donc 14 000 milliards, soit 7 ans de budget de l'État congolais, de budget annuel de l'État congolais. Mais c'est énorme et tout cet argent a disparu. Vous voyez, c'est du jamais vu et c'est trop gros pour que ça passe inaperçu. Et comme le chef de l'État lui-même avait annoncé que la lutte contre la corruption était lancée, évidemment, notre plainte, c'était aussi l'occasion de tester la capacité de nos autorités à tenir parole, la capacité du chef de l'État à veiller sur la crédibilité de la parole publique, parce que sa parole à lui, c'est la parole publique. Est-ce que c'est une parole publique sérieuse à prendre au sérieux? C'est l'occasion de montrer que sa parole publique est à prendre au sérieux. Si cette plainte est classée sans suite, évidemment, nous allons tous tirer des conclusions pour la suite. Et évidemment, vous vous en doutez bien, les partenaires techniques et financiers du Congo, le FMI, les institutions de Bretton Woods, qui sont en programme avec le Congo-Brazza, ils veillent à toutes les mesures que le Congo prend dans la lutte contre la corruption. Évidemment, avec l'action de la société civile, ces partenaires sont vigilants et ils veillent à ce que, ils veulent voir, ils scrutent comment va se comporter le gouvernement du Congo. Est-ce qu'il va collaborer pour cette plainte? Est-ce que les autorités judiciaires auront les coudées franches pour aller plus loin par rapport à cette plainte? Parce que ces autorités judiciaires, j'avais oublié de le dire, ne s'étaient jamais autosaisies. Chaque fois que la chronique judiciaire, la chronique sur les scandales financiers et économiques passait dans les médias, les autorités judiciaires, parce qu'ils en ont le pouvoir, elles en ont le pouvoir, ne s'étaient jamais autosaisies. Et avec la plainte de la société civile, ils ont une occasion intéressante pour aller plus loin. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous suivre sur les antennes de Téler TV. Je suis Georges Goma pour Perspective et Prospective, le Congo, la Renaissance. Aujourd'hui, nous allons rebondir sur un sujet très, très important qui se rapporte au détournement des fonds publics au Congo-Brazzaville. Les Congolais aujourd'hui s'en sont ignorés que le Congo-Brazzaville est le troisième producteur de pétrole en Afrique. Le Congo-Brazzaville produit beaucoup d'autres matières premières. Le Congo-Brazzaville produit le bois de très, très grande qualité. Mais curieusement, le Congo-Brazzaville est classifié parmi les pays les plus pauvres. Sa population croule sous la pauvreté. La gestion des biens publics au Congo-Brazzaville est marquée depuis un certain nombre d'années par des scandales financiers et des scandales économiques. Le Congo-Brazzaville, en 2010, s'est vu, n'est-ce pas, annuler toute la dette qu'elle avait vis-à-vis, n'est-ce pas, de bailleurs étrangers. Le Club de Paris, le Club de Londres. Le Congo-Brazzaville s'est récemment vu aussi annuler sa dette par la Chine. C'est à peine en 2022 ou 2023 d'ailleurs, tout récemment. Le Congo-Brazzaville est aussi un pays qui, depuis 2001 jusqu'à 2022, a eu à planquer dans des paradis fiscaux près de 134 000 milliards de francs CFA.
le Congo-Brazzaville, c'est aussi un pays qui avait un fonds pour les générations futures. On nous parle de 14 000 milliards qui ont disparu comme par enchantement. Et chaque fois, de toutes les façons, quand la presse internationale en a fait écho, M. Denis Sassou Nguesso a déclaré clairement que, de toutes les façons, c'est une affaire au niveau international, mais les Congolais ne s'en plaignent pas. Alors, dans cette perspective, le 20 mai passé, 3 grands leaders de l'opposition congolaise, à savoir M. Clément Guérassa, M. Diogène Séni et M. Jean-Pierre Anyangoy ont fait une conférence de presse à Brazzaville, à la Semaine africaine à Brazzaville. Conférence de presse autour de laquelle ils ont lancé une pétition qui demandait instamment à l'État congolais, n'est-ce pas, d'ouvrir une information judiciaire sur le siphonnage, n'est-ce pas, des biens, des deniers publics au Congo-Brazzaville. Dans cette lancée, la société civile congolaise, l'Observatoire congolais des droits de l'homme, a en quelque sorte pris le relais en déposant, à partir d'un faisceau d'indices probants, a déposé une plainte contre X au tribunal de grande instance de Brazzaville, avec constitution de partie civile. Alors, pour en parler, nous avons M. Parfait Moukoko. M. Parfait Moukoko est président du conseil d'administration de l'Observatoire congolais des droits de l'homme. M. Parfait Moukoko est d'abord et avant tout un journaliste, très au fait, n'est-ce pas, de ce type d'information. Bonjour Parfait. Bonjour, M. Georges, bonjour. Comment allez-vous, M. Parfait Moukoko? Oui, ça va, nous allons bien, merci, ça va. Mais c'est parfait. Alors, la société civile congolaise est l'essence même, c'est-à-dire la raison d'être d'une plainte contre X pour détournement de fonds publics. La première question que je m'en vais vous poser d'abord, c'est d'essayer de nous expliquer un peu cette notion de société civile. À quoi est-ce que la société civile rime-t-elle? Et l'Observatoire congolais des droits de l'homme, qu'est-ce que vous faites? Quelle est la nature de vos rapports avec la population congolaise, qui est évidemment spoliée? Quelle est la nature de vos rapports avec la gouvernance congolaise? Essayez donc de nous parler un peu l'essence de votre organisation. Oui, je dirais que la société civile, en fait, on peut qualifier comme l'ensemble des citoyens organisés en association ou organisations non gouvernementales à caractère à but non lucratif et à caractère non gouvernemental, je disais, et apolitiques qui agissent pour influencer les politiques publiques, les politiques gouvernementales, afin de les tourner dans l'intérêt des populations, les orienter vers les intérêts vitaux de la population. Et comme vous savez, les citoyens que nous sommes, je parle bien des citoyens que nous sommes les principaux bénéficiaires des services et des politiques publiques. Et cela constitue un élément de légitimité pour que les citoyens puissent faire entendre leur voix en termes de contribution dans la formulation et la conception des politiques publiques. Et aussi qu'ils puissent aussi surveiller la mise en œuvre de ces politiques publiques. Tout autant, les mêmes citoyens, en tant que tels, sont fondés à évaluer la qualité des services publics et la qualité des politiques publiques. Et en tant que société civile également, nous avons vocation à surveiller l'intégrité des processus électoraux et des processus politiques. Vous entendez souvent parler de l'observation électorale non partisane, ce que font les organisations de la société civile, mais en termes de contrôle de la qualité des politiques publiques, il y a des outils comme les cartes de score
qui permet de mesurer la qualité des politiques publiques, des services publics, mais aussi il y a des actions de plaidoyer auprès des institutions publiques que la société civile réalise. C'est pour influencer, en tout cas, orienter les politiques publiques vers les besoins et les aspirations des communautés, des populations. Et l'Observatoire congolais des droits de l'homme est justement une organisation non gouvernementale de promotion et de défense des droits de l'homme. Et c'est une organisation apolitique parce que les organisations de la société civile, nous n'avons pas vocation à prétendre assumer des charges politiques, à gérer l'État, mais nous jouons le rôle de relais en tant qu'organisation de citoyens, de relais pour faire passer les messages des populations par rapport à leurs aspirations et à leurs besoins. Et l'OCDH, justement, fait partie de la société civile, donc l'OCDH est dans la population. C'est une organisation de citoyens et organisée dans un secteur donné qui s'intéresse aux questions des droits de l'homme, protection et promotion des droits de l'homme, mais aussi de développement démocratique. Donc, l'OCDH veille aux questions de gouvernance et d'où l'implication sur les questions la question que nous allons aborder tout à l'heure sur la disparition des 14 000 milliards de francs CFA. Donc, c'est une organisation de citoyens qui vit dans la population congolaise et vous pouvez vous en douter, dans le contexte du Congo aujourd'hui et peut-être même ailleurs également, les organisations des droits de l'homme entretiennent des rapports parfois difficiles, il faut le dire, parfois difficiles avec les gouvernants parce que ce n'est pas toujours aisé pour eux de supporter les dénonciations. C'est ça aussi notre rôle, nos outils de travail, c'est la dénonciation, c'est le plaidoyer. Et lorsque nous dénonçons les abus, les dérapages dans la gestion des fonds publics pour le cas d'espèce, les violations des droits de l'homme, évidemment, les autorités ne le voient pas toujours d'un bon œil. Et les organisations de défense des droits de l'homme sont souvent l'objet de menaces, notamment les défenseurs des droits de l'homme, de menaces de toutes sortes. Mais nous savons aussi comment nous organiser par rapport à ces menaces-là. Et nous avons des réseaux au niveau international qui constituent des soupapes de sécurité également, de protection, d'intervention au niveau international. Mais au niveau national également, nous avons des coalitions. Plus on est ensemble, plus on est fort face au pouvoir en face. Nous ne sommes que des citoyens et nous sommes légitimement en droit de réclamer des services de qualité, des politiques publiques qui tiennent compte des besoins réels de la population. Et c'est ça essentiellement notre action. Est-ce que concrètement, vous fonctionnez comme il se doit? Pourquoi je pose cette question? Parce qu'on a vu des gens comme les Chris Ndongi qui sont de la société civile, on a vu M. Alex Ibaka se faire rafler carrément en pleine ville de Brazzaville et se voir mis en prison. Alors, face à des réalités comme ça, comment est-ce que vous arrivez à fonctionner, Monsieur Moukoko? Comment vous arrivez à fonctionner? Et quelle aide? Est-ce que la population congolaise est suffisamment instruite sur les fonctions que vous remplissez pour elle? Je ne peux pas dire que la population congolaise toute la population connaît exactement ce que nous faisons. Et c'est ce qui explique que nous utilisons beaucoup les réseaux sociaux. Nous avons un site Internet et nous utilisons également les médias pour informer la population sur les droits de l'homme d'abord, mais aussi pour partager les informations sur nos actions. Et c'est de cette façon seulement que nous espérons que la population, à force de voir nos actions sur le terrain, à force d'entendre parler de nos actions, à force d'écouter dans les médias, d'entendre dans les médias ce que nous faisons comme action, et c'est ainsi que petit à petit, nous espérons, la population finira par comprendre le rôle des organisations de défense des droits de l'homme, comme l'OCDH. C'est très bien. C'est un travail de longue haleine, de communication. Très bien, c'est un travail de longue haleine, on le comprend très très bien, surtout quand on sait la nature du régime en place au Congo-Brazzaville. Alors, rentrons droit dans le vif du sujet. Là. La coalition citoyenne contre les crimes économiques et financiers vient de créer l'événement au Congo-Brazzaville en déposant, n'est-ce pas, cette plainte auprès du doyen du juge d'instruction, auprès la cour de justice de Brazzaville, avec constitution d'une partie
civile. Alors, en posant un acte fort comme celui-là, connaissant la nature du régime en place, qu'espérez-vous? Qu'espérez-vous dans un système, je vais être brutal là-dessus, qu'espérez-vous dans un système dictatorial où le pouvoir judiciaire est assujetti au pouvoir exécutif? D'abord, il faut rappeler que depuis longtemps, hein, les dignitaires du régime au Congo-Brazzaville, les gouvernants, défraient la chronique, la chronique sur les scandales économiques et financiers. Et il n'y a pas très longtemps, le chef de l'État lui-même avait classé cette chronique médiatique dans la catégorie des actions de harcèlement médiatique des autorités congolaises. Et avec des relents de... Oui. Donc, le chef de l'État lui-même avait qualifié ces informations de harcèlement médiatique avec des relents de condescendance occidentale sur les autorités africaines. Et nous nous souvenons ce qu'il avait dit. Et en plus, il avait renchéri en disant que les Congolais eux-mêmes ne s'en plaignent pas. Oui, c'est ça. Alors, il y a eu une conjonction de circonstances. Il y a quelques mois, donc le 20 mai dernier, 3 de nos compatriotes ont initié une pétition citoyenne. Et la pétition circule sur Internet à travers le monde et au Congo-Brazza. Et dans cette pétition, la société civile congolaise a été directement et clairement interpellée au regard de sa capacité à rester en justice. Parce que nos organisations, dans nos statuts, nous avons clairement mentionné, il est clairement mentionné que nous luttons contre la corruption, nous luttons contre l'impunité des crimes économiques et financiers. Alors, c'était l'occasion pour nous, au regard des éléments que nous avions, de cette interpellation, mais au regard des éléments que nous avions, c'était l'occasion pour nous aussi de nous organiser en coalition, parce que l'OCDH et le mouvement pour la culture citoyenne qui porte cette plainte sont les deux organisations retenues par une dizaine d'autres, ainsi que des individus, des individualités indignées, comme nous disons, pour porter cette plainte. Donc, nous avons pensé que c'était l'occasion de saisir les autorités, les instances judiciaires congolaises, étant au Congo, résidant au Congo, de saisir les instances judiciaires congolaises sur cette question. C'était l'occasion, justement, de permettre à la justice congolaise, parce que le président de la République, comme on dit, c'est le magistrat suprême, il est ici question de la portée de la parole publique. Absolument. Et lui-même a dit que les citoyens congolais ne se sont jamais plaints. Évidemment, c'était pour la société civile également un défi qu'il lançait. Et c'était à nous aussi de saisir cette occasion. Donc, il y a eu une conjonction de circonstances. Le propos du président, la plainte la pétition, pardon, que nos trois compatriotes ont lancée et toute la chronique des scandales sur les scandales économiques et financiers, et tous ces éléments-là ont concouru pour nous encourager à saisir les autorités judiciaires. Et c'est pour cela que le 31 juillet dernier, au nom de la coalition contre les crimes économiques et financiers, l'Observatoire congolais des droits de l'homme et le mouvement pour la culture citoyenne, nous avons porté la plainte contre X avec constitution de partie civile pour détournement et pillage présumé des fonds publics après la disparition des 14 000 milliards de dollars, 1000 milliards de francs CFA, soit 25 milliards de dollars américains. Et vous vous représentez, c'est une grosse somme, c'est une somme astronomique. Et les citoyens congolais se demandent même, mais comment, il y a certains qui se demandent, mais comment on écrit, c'est combien de zéros après 14 là? Mais j'ai compté, ça fait 12 zéros après 14. Donc 14 000 milliards, soit 7 ans de budget de l'État congolais, de budget annuel de l'État congolais. Mais c'est énorme et tout cet argent a disparu. Vous voyez,
c'est du jamais vu. Et c'est trop gros pour que ça passe inaperçu. Et comme le chef de l'État lui-même avait annoncé que la lutte contre la corruption était lancée, évidemment, notre plainte, c'était aussi l'occasion de tester la capacité de nos autorités à tenir parole, la capacité du chef de l'État à veiller sur la crédibilité de la parole publique, parce que sa parole à lui, c'est la parole publique. Est-ce que c'est une parole publique sérieuse à prendre au sérieux? C'est l'occasion de montrer que sa parole publique est à prendre au sérieux. Si cette plainte est classée sans suite, évidemment, nous allons tous tirer des conclusions pour la suite. Et évidemment, vous vous en doutez bien, les partenaires techniques et financiers du Congo, le FMI, les institutions de Bretton Woods, qui sont en programme avec le Congo-Brazza, ils veillent à toutes les mesures que le Congo prend dans la lutte contre la corruption. Évidemment, avec l'action de la société civile, ces partenaires sont vigilants et ils veillent à ce que, ils veulent voir, ils scrutent comment va se comporter le gouvernement du Congo. Est-ce qu'il va collaborer pour cette plainte? Est-ce que les autorités judiciaires auront les coudées franches pour aller plus loin par rapport à cette plainte? Parce que ces autorités judiciaires, j'avais oublié de le dire, ne s'étaient jamais autosaisies. Chaque fois que la chronique judiciaire, la chronique sur les scandales financiers et économiques passait dans les médias, les autorités judiciaires, parce qu'ils en ont le pouvoir, elles en ont le pouvoir, ne s'étaient jamais autosaisies. Et avec la plainte de la société civile, ils ont une occasion intéressante pour aller plus loin. Très bien, très bien. Alors, je vais rebondir sur deux choses, M. Parfait Moukoko. Bon, là, je reviens encore d'abord sur la population congolaise qui est concernée au premier chef. La population congolaise qui souffre, qui est spoliée. On voit très bien le degré de pauvreté, n'est-ce pas, de cette population congolaise. Les conditions dans lesquelles ils vivent sont des conditions exécrables. Tout dernièrement, on a vu l'épidémie de Dolisie, comment est-ce que, évidemment, le pouvoir n'a pas pu se bouger, n'est-ce pas, pour venir en aide à des personnes qui étaient confrontées à une épidémie. Ça, c'est un petit exemple et on peut en multiplier davantage, ce n'est pas l'objet de cette émission. Alors, ma question, c'est de savoir, puisque vous êtes la société civile, vous êtes l'Observatoire congolais des droits de l'homme, comment peut-on expliquer un peu l'inactivité de cette société congolaise qui ne réclame pas son dû? Qui ne réclame pas son dû. Et pourtant, la société congolaise est très, très, très riche, rien que par les chiffres que vous venez de nous balancer ici. Comment peut-on qualifier, n'est-ce pas, comment peut-on interpréter un peu ce manque de mouvement de la société congolaise? Oui, il y a deux facteurs. Le premier facteur, c'est la peur. Le système à Brazzaville, la peur. Le premier facteur, c'est celui-là, la peur. Et pour ceux qui sont informés, ils ont peur. Et il y en a qui comprennent, mais ils ont peur d'agir. L'engagement citoyen est encore dormant, je dirais, au Congo-Brazza. Alors que le citoyen congolais devrait comprendre que quand on parle de 14 000 milliards de francs CFA, il s'agit de leur argent. Et ça, il faut qu'on leur explique. Il s'agit de leur argent, des deniers publics. Ceux qui sont les gestionnaires publics ne sont pas plus congolais que nous qui attendons des services de qualité. Donc, c'est une raison pour que, en tant que citoyens, nous puissions réclamer des comptes, demander des comptes à ceux qui gèrent les fonds publics. Et aussi, rester en justice lorsque nous constatons qu'il y a détournement de sommes aussi astronomiques que cette somme. Et en même temps, l'autre élément, c'est le manque d'information. C'est le manque d'information. Évidemment, la plainte, lorsque nous avons déposé cette plainte, on a senti l'étonnement des citoyens congolais. Ils se sont dit, mais une somme comme ça, comment elle peut disparaître? Et leur étonnement était inversement proportionnel à leur ignorance. Leur ignorance de ce qui se passe dans le pays.
leur ignorance de la situation au Congo. Donc, je disais qu'il y a la peur qui fait que ceux qui sont informés, les citoyens congolais qui sont informés, qui comprennent, ils ont peur. Et sur ce point, je me disais qu'en matière d'engagement citoyen, il y a encore du chemin à parcourir. Il faut encore montrer aux citoyens congolais que quand on parle de 14 000 milliards, il ne s'agit pas de 14 000 milliards de dollars, de francs CFA pour les Américains, pour les Français, pour les Belges, je ne sais qui, mais il s'agit de 14 000 milliards des Congolais, donc leur argent. Et comme n'importe qui, lorsqu'on vient prendre votre argent de votre poche, évidemment, vous devez savoir pourquoi on prend votre argent. On doit rendre compte, on doit justifier. Il faut une raison pour qu'on prenne votre argent de votre poche. C'est pareil. Et ça, c'est une des raisons. L'un des facteurs. Le deuxième facteur, c'est le manque d'information. C'est peut-être une occasion pour nous, la société civile, d'informer davantage la communauté, les populations congolaises sur la réalité de la gouvernance publique chez nous. Donc, partager des informations comme celle-là, et puis, c'est l'occasion de dire, pour la coalition citoyenne dont fait partie l'OCDH et le MCC, la plainte que nous avons déposée n'est que la première d'une série d'autres plaintes, parce que les scandales, il y en a à foison. Et nous avons des éléments d'information, des faisceaux d'indices concordants pour justifier des plaintes à venir. Donc, nous allons aller jusqu'au bout et ça permettra aux Congolais d'assister à des procès publics, et nous nous organiserons à relayer ces procès publics dans les réseaux sociaux, par les médias en ligne, les médias les plus indépendants que nous connaissons. Et ainsi, nous pensons que les citoyens congolais seront davantage informés sur la gouvernance publique, la gouvernance des fonds publics. Très bien, très bien. Alors, je comprends très bien, là, ce n'est pas une question, je reprends un peu, je synthétise un peu ce que vous venez de dire avant de passer à une autre question. Deux facteurs pour expliquer un peu la léthargie de ce peuple congolais. La peur. On peut donc dire avec raison que au Congo-Brazzaville, nous avons affaire à une terreur, à un terrorisme d'État. Parce que Exact. avoir une peur comme celle-là, cela veut simplement dire que le gouvernement congolais a inscrit dans sa gouvernance, n'est-ce pas, cette diffusion de la peur et de la terreur. C'est donc un État terroriste, s'il faut avoir le respect des mots. La deuxième chose, vous avez parlé du manque d'information. Au moment où on aurait pensé que l'avènement des médias sociaux aujourd'hui, ou même une grand-mère au village peut avoir son téléphone avec lui, aller au champ et écouter des informations. Et à une certaine époque aussi, on vous avait parlé, n'est-ce pas, de la fibre optique. C'était même le cheval de bataille du ministre de l'information, Thierry Mongala. C'était, n'est-ce pas, le cheval de bataille. Et on se rend compte qu'évidemment, le régime aurait compris, peut-être, vous allez me dire le contraire, que les médias sociaux sont un danger pour le système. Et qu'à ce fait-là, il faut réduire au maximum l'usage des médias sociaux, sans compter la pauvreté qui fait que pour accéder au contenu des médias sociaux, il faut avoir des données aussi. Et les données coûtent cher. Vous voyez? Donc, je comprends très, très bien que, ben, écoutez, c'est une stratégie politique de réduire Absolument. la population à cet état et de lui enlever, évidemment, les moyens de s'informer. Alors, ma question maintenant à vous, M. Parfait Mokoko, vous avez parlé des institutions de Bretton Woods et en particulier le Fonds monétaire international qui intervient beaucoup au Congo-Brazzaville. Alors, on peut s'étonner quand même qu'une institution comme celle-là, qui connaît les moindres recoins, les moindres détails des réseaux financiers dans le monde, et donc qui devait être au fait du siphonnage des biens publics au Congo-Brazzaville, on s'étonne toujours que le Fonds monétaire international continue à prêter de l'argent au Congo-Brazzaville. Comment vous pouvez l'expliquer, M. Mokoko? Ben,
il faut comprendre aussi que, au-delà du partenariat que le gouvernement congolais peut avoir avec les institutions de Bretton Woods, Fonds monétaire international et autres, euh, il pense aussi, ces institutions, j'allais dire, pensent aussi qu'il faut, à force d'accompagner, ils espèrent qu'à force d'accompagner, les autorités congolaises pourraient prendre plutôt appliquer les bonnes pratiques de gestion des finances publiques. Moi, je ne pense qu'à cela parce que aucune autre raison, avec des cas de prévarication que nous connaissons, aucune autre raison ne pouvait justifier que l'on continue à travailler avec des gestionnaires publics qui impunément détournent des fonds publics. Mais à force de pression, à force de présence justement de ces partenaires aux côtés de ces acteurs, de ces gestionnaires publics, et aussi de la société civile qui de plus en plus est active sur ce terrain-là, on garde espoir, en tout cas ces institutions également, gardent espoir que les bonnes pratiques vont entrer dans les mœurs de gestion et de gouvernance publique plus tard, ou en tout cas si ce n'est pas le plus tôt. Très bien, très C'est bien. simplement ça, je pense, qui peut expliquer. Oui. OK, très bien. Alors, allons-y à la deuxième partie de notre émission. C'est la destinée. Vous avez déjà commencé à en parler, mais essayons un peu de projeter une lumière un peu plus forte là-dessus. Le destin de cette plainte. Le Congo-Brazzaville, de toutes les façons, a l'habitude des procès staliniens. Toute l'histoire du Congo-Brazzaville est marquée par des procès fleuves, parfois publics. Pas très loin de nous, derrière, on se rappellera de 2005, je pense, à moi ce que je me trompe, le procès des disparus du Beach. C'est-à-dire, là encore, un faisceau, n'est-ce pas, d'informations, non contestées par le régime en place d'ailleurs, a montré qu'on a buté, comme ça, plusieurs de centaines de jeunes qui avaient répondu à l'appel du président Sassou Nguesso, qui disait que la guerre était finie, vous pouvez rentrer au pays. Et au Beach, ces jeunes ont disparu. La justice française s'en est fait écho aussi. Mais entre-temps, Brazzaville a évacué un procès autour de cela et s'est prévalu de la chose jugée. Des responsables ont été identifiés et qui sont en liberté jusqu'aujourd'hui. En 2018, c'est Jean-Marie Michel Mokoko et M. Okombi Salissa. Là encore, des procès fleuves qui se sont tenus à Brazzaville. Entre-temps, M. Mokoko et M. Okombi Salissa croupissent en prison, quand bien même on peut démontrer que ces personnes-là sont arbitrairement emprisonnées. Alors, venons donc à votre plainte, M. Parfait Mokoko. Quel espoir avez-vous pour que ce procès puisse aboutir, cette plainte puisse aboutir, puisqu'il n'y a pas encore de procès? Si, je vais continuer et je vous laisse parler, et même si un procès se tenait à Brazzaville, pensez-vous vraiment que la justice soit dite correctement? Oui, en déposant la plainte, nous avons, nous sommes convaincus que le doyen des juges d'instruction, les autorités judiciaires seront à la hauteur de leurs responsabilités, j'allais dire historiques, sur une question, une somme aussi astronomique d'intérêt public, qu'ils vont prendre leurs responsabilités parce que, pour une fois, ce sont aussi des organisations des droits humains. Nous sommes partie civile à cette procédure, mais il y aura aussi des observateurs judiciaires pour s'assurer que le procès qui va se tenir, que ce procès sera juste, équitable et que nous irons jusqu'au bout. Et ça, c'est du point de vue de la société civile. Mais nous pensons aussi qu'en tant que citoyens, toutes les autorités qui ont été impliquées
en tout cas, du moins ceux qui peuvent avoir des informations sur la gestion de ces 14 000 milliards de francs CFA, devraient venir partager les informations parce qu'ils seront vus par la communauté nationale comme des vrais pilleurs, des complices de ce pillage, de ce détournement, s'ils ne collaborent pas. Toute autorité qui était de loin ou de près liée à la gestion de ce fonds ou qui a des informations sur la gestion de ce fonds est censée collaborer. Et nous savons nous allons déployer nos stratégies en tant qu'organisation de la société civile pour dénoncer ceux qui n'auront pas voulu collaborer. Et nous pensons que les autorités judiciaires auront le courage, parce qu'il n'est plus question de pouvoir, c'est une question de courage. Le pouvoir, ils en ont. Ils doivent avoir le courage d'aller jusqu'au bout. Et nous, étant nous-mêmes impliqués, nous allons veiller à toutes les étapes pour nous assurer que la procédure sera juste, équitable. Et donc, nous avons espoir que nous pouvons aller jusqu'au bout. Très bien, très bien, très bien. Alors, là, reprenons encore la population congolaise, une fois de plus, les ayants droit de la richesse du Congo, il faut le dire de cette manière-là. Quelles sont les stratégies que vous avez au niveau aussi bien de l'OCDH que la société civile congolaise pour davantage impliquer la population congolaise, leur faire comprendre, du moins faire prendre conscience évidemment de ce qui se joue, parce que ce que vous venez de dire est tout à fait vrai. Nous qui sommes ici à l'étranger, aussi nous avons des contacts avec des gens au Congo-Brazzaville, et quand on échange avec ces personnes-là, ce qui est curieux, c'est qu'ils sont au courant de pas grand-chose par rapport à cela. Ils sont étonnés. Alors, est-ce que quel outil vous avez au niveau de votre organisation pour davantage impliquer? Parce que quand la population aussi essaie de braver, n'est-ce pas, la peur, et il n'y a pas de raison qu'ils aient la peur. Un régime n'est pas là, un gouvernement n'est pas là pour les tuer ou bien pour les intimider ou que sais-je encore. C'est tout simplement parce qu'ils n'ont peut-être pas encore trouvé la meilleure façon de faire pour essayer de braver cette peur. Vos stratégies par rapport à la population pour vous aider, n'est-ce pas, à aller de l'avant? Justement, nous allons utiliser les canaux de communication existants. Aujourd'hui, à la faveur des réseaux sociaux, on peut produire des capsules audiovisuelles ou des capsules audio, faire circuler des informations, de brèves informations, ou en tout cas pour expliquer les mécanismes, notamment en matière de finances publiques, notamment en matière de procès aussi, comment le procès devra se dérouler, toutes les étapes du mécanisme judiciaire, mais aussi les finances publiques, comment se fait le budget, comment cet argent a été engrangé, cette épargne de 14 000 milliards. Donc, toutes les nuances, tous les aspects de cette problématique des 14 000 milliards de francs CFA, nous allons faire des capsules audiovisuelles et même, nous avons, au niveau de l'OCDH, nous avons un bulletin trimestriel et nous profitons de ce bulletin aussi pour diffuser l'information sur tous les scandales dont nous allons parler dans les plaintes qui vont venir également, tous les scandales. Comme ça, la population sera informée. Et aussi, il y a aussi les réseaux sociaux au niveau international. Il y a des web télévisions. Nous allons passer par ces canaux-là, les plus suivis au Congo, Teler TV et Ziana TV, ainsi que d'autres au Congo aussi, pour Pecheleka, par exemple, pour faire passer les informations et sensibiliser, mobiliser la population congolaise sur ces affaires et les procès à venir qui doivent se tenir. Et nous veillons à ce que ces procès se tiennent. Les procès à venir qui doivent se tenir. Donc, ce qui veut dire d'abord le premier procès qu'on attend, c'est la plainte qui a été déposée là. Celle-là doit faire un effet pour que les autres, n'est-ce pas, qui vont suivre aussi, puissent suivre, n'est-ce pas, ce cours-là. Alors, on va aller vers la fin de notre émission, M. Parfait Moukoko, je ne vais pas vous retenir longtemps, mais avant, puisque nous parlons de la population, et là, c'est l'instance par excellence, hein, la population de toutes les façons, qui doit savoir qu'elle a toute la légitimité, qu'elle a beaucoup plus de pouvoir en principe que ceux qui les dirigent, parce que le Congo-Brazzaville se prévoit quand même d'un pays démocratique, non? Ils sont en train de faire des élections à tour de bras, et là, il y a les élections sénatoriales qui arrivent. On voit bien ce qui se passe. Le PCT est carrément assuré de rafler la mise, comme s'il y avait un autre parti
politique en face, puisque les autres partis, on ne les voit pas. Alors, on s'étonne que le PCT puisse, n'est-ce pas, se soucier, n'est-ce pas, des suites de ces élections-là. Alors, donc, comment faire de sorte que ces Congolais-là puissent savoir que nous avons plus de pouvoir et que les deniers publics qui relèvent du service public doivent leur revenir complètement, même une personne qui n'a jamais été à l'école, qui n'a jamais travaillé, qu'un jour qu'il sache que j'ai droit au chapitre, moi également, parce que c'est de cela dont il est question dans d'autres pays organisés. Nous avons bien des politiques publiques, nous avons des minima sociaux. Est-ce qu'on peut envisager au Congo-Brazzaville qu'il y ait des minima sociaux? Les minima sociaux, par exemple, que toute personne qui atteint 55 ans, qui rentre dans la dernière phase de son existence, les personnes âgées, puissent avoir un pécule par mois ou par trimestre, je n'en sais rien. Et que les jeunes également, à tous les niveaux, que les femmes, que les personnes handicapées, puissent avoir aussi droit au chapitre pour un pays aussi riche que le Congo-Brazzaville, avec une population aussi faible que 5 millions d'habitants. Tout à fait, tout à fait. Ce qu'il y a à faire, c'est plus que l'information, c'est la vulgarisation. Il faut vulgariser les concepts fondamentaux de citoyenneté, les concepts fondamentaux de la gouvernance de chez nous, les concepts fondamentaux de gestion de l'État et des relations entre l'État et les citoyens. Et c'est cela qui permettra à nos compatriotes, qui nous permettra tous, nous citoyens, de mieux comprendre les déviances éventuelles, de mieux comprendre les dérapages dans la gestion des finances publiques. Et la société civile, de plus en plus éveillée, dénoncera ce qu'il faudra dénoncer et rappellera ce qu'il faudra faire et fera aussi le plaidoyer pour que les bonnes pratiques entrent dans nos mœurs politiques. Très bien, très bien. Alors, on va terminer notre émission, M. Parfait Mokoko, avec une question sur des partenaires étrangers, parce que le Congo-Brazzaville, et comme tous les États, on ne vit pas en autarcie. Le Congo-Brazzaville est signataire d'un certain nombre de traités au niveau international. Le Congo-Brazzaville est membre des Nations Unies et d'autres organisations internationales, y compris aussi, n'est-ce pas, la vigilance apportée, n'est-ce pas, aux droits de l'homme au Congo-Brazzaville. Et dans la démarche qui est la vôtre, comment pensez-vous que ces organisations internationales, je crois que c'est la FDIH, hein, c'est ça aussi, hein, au niveau international. La Fédération internationale des droits de l'homme. Voilà, absolument. Alors, qu'attendez-vous de ces organisations internationales ou comment est-ce que vous pouvez formuler des demandes à ces organisations internationales pour vous aider, n'est-ce pas, à parfaire, n'est-ce pas, la démarche qui est la vôtre? Parce que là aussi, je pense que M. Denis Sassou Nguesso a quand même le respect de ces organisations internationales et que ces organisations internationales aussi ont le devoir de voir ce qui se passe dans les États, surtout quand ça porte atteinte à l'intégrité, n'est-ce pas, des populations. Le droit de protéger relève aussi de ces chartes internationales. Justement, comme vous l'avez si bien dit, l'OCDH est membre, c'est la seule organisation membre de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, FIDH, Fédération internationale des droits humains. Maintenant, le nom a changé. Avant, ça s'appelait Fédération internationale des ligues des droits de l'homme. Maintenant, c'est la Fédération internationale des droits humains. Okay. Et l'OCDH est membre de la FIDH depuis 27 ans déjà. Donc, dans l'action dans laquelle l'OCDH s'est engagée avec cette plainte et d'autres qui vont venir, nous avons le soutien total de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, de la FIDH. Et aussi d'autres organisations, Amnesty International, et aussi un programme entre l'OMCT et la FIDH qu'on appelle l'Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l'homme. Et bien sûr d'autres organisations, Global Witness et autres, qui soutiennent notre action et ils sont aussi mobilisés pour ces actions-là. Et nous allons solliciter également d'autres organisations africaines. Il y a des organisations africaines qui sont intéressées, qui pourraient... vous savez, dans les organisations de défense des droits de l'homme, il y a beaucoup d'avocats. Et nous allons prendre des avocats au sein de ces organisations-là, des avocats africains, que nous allons convier à notre
aux différents procès qu'il y aura au Congo-Brazza. Et désormais, ce sera une affaire africaine. Et donc, de ce point de vue-là, nous sommes heureux de compter sur nos partenaires à l'extérieur, nos partenaires dans le mouvement des droits humains et de développement démocratique à l'extérieur. Alors, monsieur Mokoko, vous parlez des avocats là. Ben alors, on a comme l'impression que le système judiciaire au Congo-Brazzaville, comment je peux le dire, on ne les voit pas, les avocats qui défendent les droits de l'homme au Congo-Brazzaville. Alors qu'il y a beaucoup d'affaires qui clairement, évidemment, portent atteinte, n'est-ce pas, aux populations congolaises. On a comme l'impression que les avocats qui circulent dans les circuits de la sphère juridique au Congo-Brazzaville, je peux me tromper, hein, vous avez pu me dire, vous êtes plus proche, c'est des avocats qui font la part belle au système en place au Congo-Brazzaville, à qui on donne peut-être beaucoup plus de latitude de s'exprimer au Congo-Brazzaville, et que les avocats, bon, quand je dis ça, je ne dis pas qu'il n'y a pas des avocats qui défendent les populations, mais s'il y en a, alors quelle est leur marge de manœuvre, en fait? On a vu certains qu'on a tués, M. Malonga, par exemple, qui défendait monsieur Mokoko en prison, et qui a disparu comme cela. Et d'autres qui ont été, n'est-ce pas, mis à mal. Est-ce que vous pensez Oui, que les avocats qui pourraient éventuellement défendre les populations spoliées aussi peuvent avoir une marge de manœuvre dans le système du c'est Congo? vrai, la marge de manœuvre des avocats est restreinte, mais il y a quand même des avocats au Congo qui s'engagent dans des affaires comme celles que nous évoquons ici. Et nous pensons aussi, en tout cas c'est notre espoir, que les procès que nous entendons en tout cas intenter dans le cas des scandales économiques et financiers vont permettre aux avocats africains qui viendront d'autres pays africains permettront à leurs homologues, leurs confrères du Congo-Brazza de prendre conscience des capacités ou du rôle important qu'ils ont à jouer pour l'émergence non seulement de la démocratie, mais aussi de l'état de droit. Donc, c'est vrai que les dictatures se nourrissent du silence et de la peur, du traumatisme des populations, Qu'ils mais infligent, M. Mokoko, qu'ils infligent. Il faut le souligner. Hein, les traumatismes qu'ils c'est ça. infligent aux populations. Exactement, exactement, exactement. Mais nous pensons aussi que ces procès seront l'occasion de découvrir des avocats africains, mais aussi d'encourager les avocats congolais à faire encore mieux et plus que ce qu'ils font déjà, du moins pour ceux qui sont courageux et engagés. Il y en a quand même. Et puis, la présence des organisations des droits humains encouragera ces avocats à continuer, à persévérer, parce qu'il y va de l'avenir et du développement démocratique du Congo. Absolument, absolument. Alors, encore une petite chose, une toute petite chose. Quand le Fonds monétaire international arrive au Congo-Brazzaville, généralement, le Fonds met un peu à côté les partis politiques et rencontre les membres du gouvernement et fait une place pour la société civile. Alors, cette Oui. brèche-là, quand la société civile s'engouffre dans des relations ou bien dans des discussions avec le Fonds monétaire international, est-ce qu'on peut savoir un peu ce qu'il en revient souvent, ce qu'il en retourne souvent? Oui, tout à fait. L'OCDH, comme d'autres organisations, sont abordées ou en tout cas contactent aussi. Nous prenons aussi l'initiative de les aborder, de les contacter. Et eux également nous contactent, les institutions de Bretton Woods, FMI, Banque mondiale. Et c'est l'occasion de partager nos préoccupations et, comme j'ai dit tantôt dans la présentation du rôle de la société civile, de contribuer à influencer les politiques publiques, mais aussi à montrer à ses partenaires techniques et financiers du Congo des informations qu'ils n'ont pas, qu'elles n'ont pas toujours. Et vu de la société civile, parce que nous venons de la population, nous sommes dans la population, nous sommes dans les communautés, nous sommes dans les quartiers, partager les informations que nous vivons, ce qui est toujours différent, c'est nuancé hein, par rapport à ce que les gestionnaires publics ou gouvernementaux viennent partager. Et le plus souvent, ils sont très ouverts et prennent en compte ce que nous partageons avec leurs experts. Et de ce point de vue, nous capitalisons en tout cas au maximum ces moments de partage, ces moments de plaidoyer. Et ça nous rassure pour la suite, pour l'évolution des dossiers que nous suivons avec ces partenaires internationaux. Très bien.
Alors, je vous laisse le dernier mot avant de conclure cette émission, M. Patrick. En fait, le dernier mot, c'est de rappeler aux Congolais que quand nous parlons de disparition des fonds publics, je l'ai dit tantôt, il s'agit de leur argent. Et ça, ils doivent le retenir. Et quand ils voient des gestionnaires publics, les ministres, les autorités circuler dans des véhicules d'État, il s'agit de leurs véhicules. C'est des moyens que l'État a mis à la disposition de ces gestionnaires publics pour gérer les services publics, pour mettre en œuvre les politiques publiques. Donc, il revient aux Congolais de savoir que ceux qui sont au gouvernement, ceux qui sont dans les institutions, sont à leur service. Et ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas nous qui sommes à leur service, mais ils sont au service des communautés, des populations. Rien ne justifie que ces acteurs publics, ces gestionnaires publics puissent détourner l'argent du peuple. Donc, leurs véhicules, leurs résidences officielles, leurs habits, parce qu'ils ont chaque fois des dotations, comment on dit, la robe officielle, hein, quand ils prennent leurs fonctions, c'est payé avec les fonds publics. C'est de l'argent du contribuable qui les habille. Donc, ils sont un ministre par essence, étymologiquement, c'est un serviteur. Et ils doivent être au service de la population. Et c'est à nous de comprendre que nous avons en face de nous des serviteurs. Donc, avec l'obligation de redevabilité, nous avons le droit, nous sommes fondés à réclamer des comptes auprès de ces gestionnaires publics. Et ça, nous, citoyens congolais, nous devrons en prendre conscience, de plus en plus conscience, parce que à l'occasion des scandales comme les détournements de 14 000 milliards de francs CFA, de notre argent, c'est l'occasion de creuser davantage sur la gouvernance des fonds publics, la gestion des finances publiques, et à nous d'exiger des comptes par tous les moyens. On peut organiser des marches, on peut organiser des pétitions, faire circuler des pétitions, on peut distribuer des tracts pour dénoncer les mauvaises pratiques de gouvernance publique. Et ça, nous devons commencer à le faire comme ça se passe ailleurs. Ça se passe en RDC déjà, ça se passe au Sénégal, ça se passe au Bénin, ça se passe au Ghana, ça se passe en Afrique du Sud, pourquoi pas au Congo-Brazza. Un ministre, c'est un serviteur. Et à nous de lui demander des comptes. Un serviteur, c'est quelqu'un à qui on demande des comptes. Pourquoi nous ne le faisons pas? Désormais, il faut qu'on le fasse. Et les organisations de défense des droits humains, en tout cas la coalition citoyenne contre les crimes économiques et financiers, est disposée à travailler pour cela, à vulgariser les concepts de gouvernance et de gestion de finances publiques, de gestion de la chose publique, pour que chacun de nous, en tout cas au plus profond du Congo, puisse être au courant de la gestion de la chose publique, de la République. Très, très bien. Merci. Écoutez, ça ne peut pas être plus clair que cela, monsieur Parfait Mokoko. On voit très bien, on comprend maintenant que pour le cas du Congo-Brazzaville, un pays de 5 millions d'habitants seulement, avec une cinquantaine, une soixantaine de fonctionnaires, donc l'État finalement prend en charge, et ces 60 fonctionnaires qui sont censés, n'est-ce pas, s'occuper de toute une famille, en dehors de ces personnes-là qui reçoivent un salaire en tant que fonctionnaire, l'État ne s'occupe pas des Congolais, alors que c'est un État qui a engrangé des sommes incommensurables d'argent. Et on se demande évidemment où passe cet argent. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, vous devez comprendre tout cela. Et je vais terminer pour vous donner l'exemple des pays. La Libye qu'on a détruit à l'époque, et c'était une dictature, la Libye. La Libye était un pays pétrolier. On voit très bien comment est-ce que les conditions de vie, le bien-être était bien assis en Libye, à toutes les personnes. Aucun Libyen ne se pavanait dehors pour aller chercher la vie à l'extérieur. Ils vont à Dubaï tous les jours et presque tout le temps à Dubaï. Ils voient très bien comment est-ce que ces pays-là se sont développés les 20 ou les 30 dernières années parce qu'ils ont le pétrole, bien évidemment, et ils ont mis le pétrole à profit pour leur population. Alors, on s'étonne comment est-ce que le petit Congo-Brazzaville, avec une tradition d'exploitation de pétrole qui est assez séculaire, et que les Congolais soient toujours des personnes les plus pauvres, et cela devait s'arrêter. Merci de nous avoir suivis.
et nous vous espérons nombreux lors de nos prochaines éditions. Et nous voulons ici sincèrement remercier M. Parfait Moukoko avec leur organisation, que ce soit l'OCDH ou la société civile congolaise et aussi la coalition, n'est-ce pas, citoyenne contre les crimes économiques et financiers. Nous vous souhaitons beaucoup de courage pour la suite des événements. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Moukoko. Merci. Merci. À Au la revoir. prochaine.